Salut à tous, c'est Nissanboy de Hikikomori TV. Oui, ça fait très longtemps que je n'ai plus réalisé de vidéos. J'ai un PC qui déconne, je bosse sur d'autres choses. Du coup, je n'arrive pas à trouver plus de temps pour faire des vidéos sur cette chaîne. J'espère être plus productif à l'avenir. J'espère. Peut-être. La chance nous le dira. Oui, parce que c'est vraiment une question de chance. Quand je fais une vidéo sur YouTube, j'ai l'impression de jouer au loto. J'ai une chance sur plusieurs millions pour que la vidéo soit publiée. Et aujourd'hui, si vous m'écoutez, c'est que c'est mon jour de chance. Aujourd'hui, une vidéo qui ne va pas trop vous dépayser, puisqu'on va encore parler de l'univers Dragon Ball. Mais un truc qui est un peu plus dans l'actualité, puisque là, il s'agit du film dont j'avais prédit sa sortie 2 ans avant. Je parle du film consacré à un personnage ayant été l'objet de débats houleux, voire assez violents dans les réseaux sociaux. Le simple fait de poser cette question suffit à provoquer la 3e guerre mondiale, à savoir, dites les amis, Broly, canon ou pas canon? Oui, nous allons parler du film consacré à un gros légume très nerveux et instable. Broly, c'est simple, une création sortie de la tête de Shigeyasu Yamauchi en 1992 pour le 8e film Dragon Ball Z sorti le samedi 6 mars 1993 dans les salles obscures japonaises. Car designé par Toriyama, Broly devait être pour ce 8e film l'antithèse, le Genesis de Goku, imaginé et réalisé uniquement pour le fun de voir un Saiyajin capable d'écraser toute la Z-Team avec le petit doigt. Ce personnage a très vite conquis les fans et le premier film Broly a tellement été un succès que les producteurs ont très vite fait réapparaître le personnage dans les autres films suivants, avec plus ou moins de réussite. Le second film, où il apparaît, est jugé assez moyen par le public du passé, et le 3e, n'en parlons pas. Il a été considéré comme étant le pire film Dragon Ball Z jamais sorti, où le Broly laisse place à un clone créé à partir d'un ADN de Broly trouvé dans le trou du cul du monde, récupéré par le John Hammond du pauvre, qui on ne sait comment connaît l'existence de Broly et pond à la place de ce qu'on espérait un gros tas de morts humanoïdes. Vraiment un gros tas de merde. Après ça, on n'entendra plus parler de Broly à part dans les jeux vidéo. Il reste iconique et très apprécié d'une partie de la fanbase, et lorsque DBS sort 20 ans, jour pour jour après la fin de DBZ, beaucoup de fans exigent le retour du personnage. 3 ans plus tard, la Toei décide de répondre aux fans, la première fois par un clin d'œil dans l'ultime arc de DBS avec le personnage de Kale. Broly féminin censé amuser les fans qui au final n'a pas du tout amusé grand monde à part alimenter un débat de plusieurs semaines sur les réseaux. D'ailleurs, quand ça parlait de Kale sur Tatel, t'avais l'impression d'avoir atterri sur un champ de bataille. Le personnage de Kale a alimenté plus de colère et de sidération qu'autre chose. On a le public qu'on mérite, hein. Quelques mois après la fin de DBS, la Toei annonce un nouveau film Dragon Ball. Le premier film DBS avec en principal guest le Saiyan, aux gros muscles aussi controversés. Et là forcément, Agaga, Gagabolien, Tucantin, Agaga. C'est un personnage controversé pour plusieurs raisons. Déjà, bien avant le film DBS, ceux qui défendent l'idée que Broly est canon et d'autres non. La seconde est sa puissance de combat qui varie en fonction des informations données dans les films et paroles de responsables de la Toei, qui varie tellement que personne ne semble savoir quelle est la puissance exacte de Broly lorsqu'il était enfant comme adulte, même si au fond de mon côté, j'ai envie de dire, je m'en bats les couilles. On peut imaginer que les scooters et autres machines censées calculer la force de Broly par le passé avaient tendance à déconner. J'ai jamais compris d'ailleurs cette obsession quasi maladive et viscérale pour ces putain de chiffres qui rendent aussi dingue certains. Je veux dire, une puissance comme tout donné, ça varie. Si on calculait 6000 avant pour ensuite le voir 10 000 après, bon bah ce n'est pas une incohérence en soi, c'est que ça a varié entre temps. Ce n'est pas le minimum et c'est sans doute pas le maximum, ce sont des variations prises durant le moment. C'est un peu comme ton QI, tu vois. Il y a quelques minutes, ton QI était de 3. Il est monté à 15 rapidement grâce à l'explication que je t'ai donnée un instant. C'est pour ça qu'il faut s'abonner à ma chaîne, parce qu'on devient très intelligent après. Enfin bref, voilà, c'est officiel, Broly a officiellement été canonisé par le pape Toriyama. Ramen, t'es content, hein? T'es content, il est content le Gagabol. C'est content, un gros muscle tout nerveux est de retour. Gros muscle tout nerveux est parmi nous.
Mais attention, ceux qui ont vu le film savent que ce Broly est totalement différent du Broly des années 90. Ce n'est pas le même. Ce Broly-là a été complètement corrigé pour qu'il puisse justement accéder dans la chronologie officielle de l'univers, si on juge que DBS est officiel, et qu'il ne partage pas le même statut que DBGT, à savoir une histoire issue d'une dimension parallèle à la trame scénaristique officielle, mon cul. Aujourd'hui, on nous dit que DBS est officiel et bien canon, bon bah je veux bien le croire, mais on nous a aussi dit la même chose lors de la sortie de DBGT il y a 20 ans jusqu'à se rétracter et dire non, DBGT c'est pas canon, hein. Ça se passe dans un univers parallèle. Ouais, quoi? On vous a dit que c'était canon? Non, vous avez mal compris les gagabols. Ah les gagabols, de vrais cervelles en mousse décidément. Hein, quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Non, rien, je disais que j'aimais bien manger de la faisselle en mousse. Ouais. Et regarde derrière toi, c'est Broly. Il veut te faire un câlin avec ses gros muscles. Ouais. C'est ça les barres-toi. Bref, donc voilà, qui nous dit que DBS ne va pas subir le même sort dans 20 ans. Et comme je le dis, pour que Broly puisse accéder à la chronologie officielle, des conditions devaient être respectées. Modifier toutes les erreurs d'écriture sur le personnage du passé pour lui donner du sang neuf, dépourvu de toute contradiction scénaristique sur son background notamment. Et c'est ainsi que Broly réapparaît enfin après presque 25 ans d'absence sur grand écran. J'ai vu le film et bah je peux vous dire que j'ai été agréablement surpris par ce film. Voilà. Ouais, j'ai bien aimé. Ouais. Voilà. Parmi les films Dragon Ball post-2000, il n'y a pas tortillé du cul, c'est moins absurde et déraisonnable que Battle of God, c'est moins irritant que Fukatsu no F et en termes d'erreur scénaristique et de maladresse, mais surtout, c'est plus dynamique visuellement, plus beau en termes d'animation que dans les deux anciens films. Dans la vidéo 5 personnages de Dragon Ball qu'on aimerait revoir, j'avais déploré le fait que Broly avait un chara development limite aberrant et grotesque, que son background était trop absurde que ça en devenait irritant. Là, avec la modification scénaristique, le problème est réglé. Les scénaristes ont pu réussir à trouver un background plus cohérent pour Broly et les raisons pour lesquelles il avait survécu lui et son père à la destruction de la planète Vegeta sont plus acceptables dans ce film que le fait que Paragus et son fils aient survécu simplement grâce à un champ bouclier dans l'espace. Sérieusement, le fait que l'orgueil du roi Vegeta ne voulant pas qu'un simple fils de colonel puisse être aussi puissant que son rejeton était une idée assez bonne. N'empêche que cette histoire de puissance pouvant mettre à mal la légitimité au trône du roi Vegeta et le désir de vengeance de Paragus aurait pu donner une histoire aussi digne que Game of Thrones dans l'espace. Ah, il y avait vraiment matière à faire en y réfléchissant bien, sérieux. On apprend dans le film que si la planète Vegeta n'avait pas été détruite, Vegeta serait devenu le roi Vegeta 4e du nom. Sérieux, ça fait vraiment fantaisie épique sur fond de conquête de trône, mais dans l'espace. On peut imaginer que le roi Vegeta et son fils sont les Targaryens, Paragus et son fils les Baratheons, la famille de Badak, les Stark, Freezer et son armée, c'est le Night King. Sérieux, faites une histoire qui se déroulerait dans une dimension parallèle où la planète Vegeta n'est pas détruite, où Goku reste Kakarot, aka l'élu de la prophétie, l'Azorai, le Super Saiyan légendaire né pour tenir tête à la tyrannie de Freezer, avec des intrigues politiques façon Guinaiden, des alliances, des trahisons, des putains de batailles. Oh putain, si seulement je pouvais voyager dans le temps et faire un tour dans le passé pour rencontrer Toriyama avant qu'il ne soit connu, pour lui souffler quelques idées dans l'oreille, Dragon Ball aurait eu une autre gueule, sans doute encore plus épique qu'il ne l'est actuellement. D'ailleurs, ce qui m'a fait penser à la saga A Song of Ice and Fire, c'était la scène où l'on voit le roi Vegeta ployer le genou face à Freezer. Ça m'a fait penser à cette image où l'on voit le roi du Nord, Torren Stark, plier le genou devant Aegon Targaryen. Bon, même si l'arrivée de Freezer sur la planète Vegeta fait plus penser à l'arrivée de Dark Sidious dans le Retour du Jedi. Et en parlant de Game of Thrones, le fait qu'il y ait de la méfiance entre tous les camps rend le tout assez authentique et moins naïf que dans la version du téléfilm consacré à Bardock, où l'on met en scène les Saiyajins volontairement soumis à Freezer et que cela ne semble pas du tout croire qu'une probable trahison de Freezer sur leur peuple soit possible, alors que dans ce film, le comportement de chacun est plus compréhensible, plus logique. D'ailleurs tout ça, vraiment ce sont les meilleures parties du film quoi. Chacun d'entre eux se méfie de chacun, ils collaborent tout en se détestant, Freezer se méfie des Saiyajins et
craint le Super Saiyan légendaire, le roi Vegeta craint Freezer et veut le tuer lui et son père pour régner à sa place, il craint aussi le fils de Paragus, car il craint que ce dernier cherche à prendre le pouvoir grâce à l'aide de la puissance précoce et incommensurable de Broly. Je trouve vraiment tout cet ensemble d'idées vraiment intelligent et plaisant à voir. Bon, dommage que dans le film, ces séquences ne durent à peine un quart d'heure, et tout ceci change radicalement avec les explications irrationnelles qu'on nous a données avec les autres films du passé, où la méfiance et le désir de détruire Freezer semblent ne pas exister, ou que la haine de Broly à l'égard de Goku est due au fait que ce dernier passait son temps à chialer comme un petit pisseux, nuisant le doux sommeil de Broly et ton bébé. Sérieusement, c'est vraiment une raison ça? Je sais que les nuisances sonores peuvent rendre dingue, mais là, vouloir détruire l'univers à cause d'un tapage nocturne, c'est un petit peu excessif, un petit peu. Une autre chose qu'ils ont changé en profondeur et sans bavure, le fait que ce soit Bardock qui ait envoyé Goku sur Terre, et donc que ce soit dû à un ordre aléatoire d'un supérieur Saiyan lambda, et du coup la comparaison avec Superman est davantagement plus évocatrice. Et puis j'ai toujours trouvé ça un peu étrange, limite stupide. Si tu envoies un bébé Saiyajin sur une planète au pif pour qu'il puisse la coloniser, comment être sûr qu'il le fasse? On n'oublie pas que dans l'ancienne version de l'histoire, on a envoyé Goku tout nu, à poil, sans vêtements, sans uniforme, personne pour le nourrir, personne pour l'éduquer. Même avec sa grande puissance, il ne pourrait pas survivre seul en étant privé de quasiment de tout. Heureusement que Papy Gohan était là. S'il y avait eu personne dans les parages, le petit Kakarot il serait mort de faim ou dévoré par une bête depuis longtemps, ou mort noyé s'il avait atterri en plein océan, mort gelé s'il avait atterri en plein pôle Nord, ou brûlé s'il avait atterri dans la lave. Et la Terre serait détruite par Raditz plusieurs décennies après, ou par le roi Piccolo. Oui, heureusement que Papy Gohan était là. C'est lui le véritable héros de l'histoire. Et si Goku grandit sans l'aide de personne, admettons, comment est-ce qu'il peut savoir qu'il est un Saiyajin s'il ne croise pas ses semblables une seule fois? Et comment fait-il pour savoir qu'il fait tout ça dans le but de rendre service à Freezer? Et l'apprentissage des langues aussi, lui expliquer les enjeux dès l'enfance, histoire qu'il ne massacre pas ses semblables ou un membre de l'armée de Freezer sans le savoir. A-t-on déjà pensé à ça? Et vous savez quoi? Toutes ces questions que je me posais, je peux me les foutre au cul à présent, car Toriyama et ses scénaristes apportent une nouvelle réponse plus logique grâce à ce changement de scénario. Alors oui, on peut crier à la facilité scénaristique, mais le principal c'est que ce soit cohérent. Je préfère une explication simpliste mais logique qu'une explication complexe mais antinomique. Et ça veut dire quoi antinomique? Et tu utilises des mots compliqués, je suis largué moi. Antinomique, ça veut dire en gros Broly, gros muscles, grosse bagarre, pif paf boum. C'est plus clair. Moi aussi j'adore Broly. Le fait qu'ils aient changé énormément de choses dans ce film est une excellente idée, car tout ce qu'ils ont changé au final, c'était les mauvaises idées du passé pour les changer par de meilleures idées, plus cohérentes, et moi je dis chapeau. Autre chose que j'ai plutôt apprécié, le fait qu'on nous explique enfin pourquoi le roi Cold ne semble plus du tout être mêlé à la conquête de l'univers. C'est vrai, quand j'étais gamin, je me suis toujours demandé pourquoi ce n'est pas Cold qui gouverne. Il est encore en vie, c'est bizarre, c'est comme si un prince règne dans un royaume alors que le roi est encore en vie. C'est bizarre. Et là, dans ce film, on nous donne enfin une explication logique et claire. Non, ce n'est pas parce qu'il est malade ou en fin de vie, ou envoyé dans une maison de retraite pour aliens génocidaires, il a simplement plus envie de continuer à gérer l'entreprise familiale et préfère passer le relais à son fils qu'il juge plus en train à poursuivre ses desseins de conquête par sa force beaucoup plus supérieure à celui de son géniteur. C'est simple, mais efficace. Une chose qui mérite d'être soulignée, et je pense tout comme moi que vous l'avez remarqué si vous êtes très passionné par la saga, dans ce long métrage, les personnages, et notamment les Saiyajin, sont plus nuancés. Plus de 100% manichéisme comme au début, on nous montre une autre facette un peu plus humaine des Saiyans, alors que depuis le début, on nous expliquait que ce peuple était de nature mauvaise et destructrice par nature, qu'il fallait en gros que l'un d'eux se cogne fortement la tête pour montrer une petite forme d'humanité se dessiner dans sa personnalité. Changement de règles, certains Saiyajin sont plus sensibles que d'autres, d'autres par exemple ne savent pas se battre, etc. Je sais qu'on nous a déjà vendu ça dans DBS avec le personnage de KB, mais voilà, dans le film, le message est clair, il n'y a pas que des brutes chez les Saiyajin. C'est un peuple où chacun n'est pas le clone de l'autre, où il y a une variation de personnalité, que rien n'est homogène, et ça, c'est plutôt intéressant. Et ça permet de rendre le personnage
personnage de Taboru plus acceptable du coup, même si je trouve toujours que l'idée d'avoir créé ce personnage est une putain de connerie monumentale. Ça ne changera rien au fait que je trouve l'existence de ce personnage complètement incohérent. Et putain, ils ont plus ou moins rendu le personnage officiel dans le film. Moi qui pensais que ce putain de truc était une blague de Toriyama pour fêter les 40 ans du Shonen Jump en 2008. Et qu'il n'y avait absolument rien de sérieux. Putain, j'y crois pas. Alors on ne veut pas rendre Cooler canon, mais lui... y a pas de souci, le videur le laisse rentrer sans problème. KB n'est pas suffisant pour jouer le rôle du petit frère spirituel de Vegeta. Non, il faut toujours qu'ils en fassent trop. Et dans quelques années, on apprendra que Vegeta a aussi une petite sœur cachée aussi, 2 frères jumeaux, un demi-frère métis, Mi-Saiyan et Mi-Namek, un mélange entre Piccolo et Vegeta, Picota, voilà. Sérieux quoi, arrêtez de créer des frères ou sœurs cachés de tel ou un tel, ou des Saiyajins cachés sans arrêt, ça devient n'importe quoi. Au-delà de tout ça, je crois que je vais ouvrir un cabinet de voyants, parce que je sais pas trop, mais j'ai l'impression que je suis capable de voir l'avenir. J'ai dit qu'on reverrait Badak très prochainement, et c'est chose faite. J'avais aussi espéré qu'on puisse voir Broly et la mère de Goku, et c'est chose faite avec ce film. Et cette vidéo que j'ai réalisée est sortie en juillet 2017, plusieurs mois avant l'annonce du film. Je suis trop balèze, cherchez pas. Bon alors, revenons à la critique du film. Qu'en ai-je pensé globalement? J'ai passé un bon moment devant ce film. Vraiment, c'était plutôt agréable. Le film est bien rythmé, peut-être un petit peu trop à certains moments. Ça va vite, ça va très vite. Ça va vite, ça va trop vite. On n'a pas le temps de souffler, et c'est à la fois ce qui fait sa qualité, mais aussi son ultime défaut. Les scènes de combat s'enchaînent rapidement, mais sans créer de moments où l'on peut souffler. Ça me dérangerait pas s'il y avait un véritable enjeu derrière. Le truc, c'est qu'il n'y a quasiment pas d'enjeu. Autant au début du film, il y en avait, mais autant après, au moment de la rencontre entre Goku, Vegeta et Broly, plus rien. T'as l'impression de regarder un let's play de BDZ Budokai pendant 3/4 d'heure, ou une cinématique de combat de Budokai qui ne s'arrête plus. Le truc, c'est qu'on a peur pour personne. Dans l'ancien film, Broly était une boule de bowling, et d'ailleurs il s'appelait pas Broly, il s'appelait Bowling, et Goku et compagnie, c'était des pauvres petits noix qui se faisaient marave leur gueule, qui se faisaient écraser en miettes à cause du gros bowling. Dans ce film, Broly est une petite boule de pétanque, certes petite, mais tout aussi solide, mais qui ne fait que s'entrechoquer avec d'autres boules de pétanque de même calibre. On est certain de ne pas les voir se briser, du coup les tensions sont moins palpables. Le film est efficace, il est bourrin comme il faut, mais je n'ai jamais senti ni Goku ni Vegeta être réellement en danger. Du coup même si les combats sont très bien rythmés, bien plaisants à voir, comme il n'y a pas d'enjeu, il m'arrivait de m'ennuyer par moments pendant le combat, aussi beau visuellement soit-il. Dans Battle of God ou Fukatsu no F, même si les scénarios n'étaient pas terribles, il y avait un enjeu crucial, la Terre était réellement menacée. Là j'avais l'impression de voir un match amical entre cousins dans le jardin de mamie. Le combat s'allonge beaucoup trop sans qu'il y ait le moindre moment de tension pouvant mettre en péril qui que ce soit, la vie de nos protagonistes comme la survie de la Terre. Ce film se déroule en mode peaceful du début à la fin, et chose assez cocasse et ironique, le personnage qui se retrouve le plus en danger, c'est Broly lui-même. Ce Broly, malgré sa puissance, est très souvent mis à mal par nos héros, depuis que ces derniers ont atteint le stade divin dans leur transformation. Du coup, il y a un équilibre, et cette idée d'équilibre dans la force, c'est discutable d'une certaine manière. Faire en sorte que Broly ne soit pas aussi invincible que le Broly des années 90 permet de le voir grandir davantage dans les prochaines aventures, mais aussi permet de faire preuve d'un minimum de bon sens en nous présentant un Broly moins cheaté au point qu'on frôlait l'absurdité totale dans les anciens films. Mais comment dire, il faut que je vous avoue un truc. Vous savez, ce qui était quand même assez amusant dans le premier film Broly, c'était justement ce côté absurde, cette exagération dans la force du personnage qui le rendait si excitant, et surtout la tension émotionnelle qu'elle suscitait en voyant un tel déséquilibre entre lui et les autres personnages. En étant la caricature qu'il était, il suscitait la peur et la fascination. Le combat était si déséquilibré qu'on avait peur pour la survie de la Z-Team, et je pense que c'est en partie grâce à ça que Broly a eu
autant de succès, parce qu'il était un peu une sorte de Joker bodybuildé complètement nihiliste et psychopathe avec la force d'un dieu. Et ici, comme je l'ai dit, eh bah rien, pas de peur à aucun moment, parce que le combat est plutôt bien équilibré et que ce Broly n'est pas aussi malfaisant que le Broly des années 90. Et c'est bien dommage parce qu'il y avait vraiment un gros potentiel pour rendre ce film excellent à ce niveau. La chose qui a encouragé aussi ce sentiment, comme je l'ai dit, c'est le tempérament de Broly, qui n'est pas du tout malsain et mauvais que dans la première version de Broly. C'est un personnage à tempérament doux. Très doux et bon. Tu lui demandes comment il s'appelle, il te répond avec une voix douce et calme. Broly. C'est mignon. C'est une sorte de grand nounours, un peu brutal en soi, qui quand tu l'appuies dessus, il te dit pas des mots pleins d'amour, hein, mais il est plus dans le cassage de dents. Voilà, c'est un nounours tout doux, mais qui peut péter un câble à tout moment si tu lui cherches un peu la merde. Il change de facette totalement une fraction de seconde et devient quelqu'un d'autre. Ce Broly version 2019, c'est le Dr Jekyll et Mr Hyde de l'espace, en somme. Ou le gentil Bruce Banner qui devient l'incontrôlable Hulk parce que c'est comme ça. TG, ta gueule, tu le voulais ton Broly. Bah tu l'as maintenant, fous-nous la paix. Et d'un côté, je trouve ça bien parce que ça donne plus de profondeur au personnage et ça le rend vraiment intéressant. Mais d'un autre côté, c'est mauvais parce qu'on se retrouve avec un film sans vraiment d'antagoniste pur et vraiment menaçant. Freezer n'est que spectateur et ne participe pas du tout au combat contre Goku et Vegeta, même s'il combat Broly à un moment donné. Et d'ailleurs, mention spéciale à ces scènes de combat entre Broly et Freezer qui m'a particulièrement fait rire. Comment dire, c'est l'arroseur arrosé, voilà comme on dit. J'ai bien aimé ce passage, ça m'a bien fait marrer. Enfin bref, j'ai très peu ressenti de tension à cause de toutes les raisons citées plus tôt. Du coup, dommage. Mais ce film est malgré ça très qualitatif dans l'ensemble. Les origines de la fin des Saiyajin, le passé de Broly revisité, ainsi que de Vegeta et Goku au début du film, est vraiment très affriolant à voir. Les explications sur tel ou tel élément de l'histoire m'ont convaincu, alors que les autres versions qu'on nous a servies par le passé ne m'ont pas du tout convaincu. Oh que non putain. Et ça même si j'ai aimé le premier film Broly de 1993, ainsi que le téléfilm sur Bardock sorti en 90, qui est un téléfilm et non un OAV, comme le disent quasiment tout le monde. Autre chose de très bien dans ce film que j'avais très vite cité en début de vidéo, c'est son aspect visuel. J'ai l'impression que ce film est une réponse aux critiques très virulentes des fans qui avaient chié sur la qualité du dessin et de l'animation de Dragon Ball Super. Et je ne vais pas leur donner tort, hein. C'est vrai que au moins 60% de l'animé avait une animation et un dessin qui te vomissait dessus en permanence. Du coup, la Toei en donnait une réponse cinglante à tout le monde qui nous dit en somme, avec ce film, si on veut, on peut faire des trucs de psychopathe en animation quand ça nous chante. Et toi tu te dis ok, t'es emballé par le résultat, t'as envie de leur dire GG bravo les gars, mais comment dire, c'est un film, c'est normal que ce soit beau visuellement, c'est le minimum qu'on demande à un film, d'être beau visuellement. Mais j'ai un autre défi à vous proposer la Toei. Et si vous réalisez la prochaine suite de DBS avec ce même travail, chiche. Et puis ce n'est pas pour faire mon rabat-joie, mais à plusieurs moments du film, pendant les scènes de combat notamment, mes yeux de lynx, qui ne laissent aucun détail de côté, ont aperçu à plusieurs reprises des scènes en CGI. Et quand je dis des scènes en CGI, je ne parle pas des éléments du décor ou des explosions, non, les personnages en action réalisés en images de synthèse. Vous croyez vraiment que je n'allais pas m'en apercevoir ? Alors oui, là je déconne, évidemment que c'était évident, et beaucoup de gens l'ont vu comme moi. Donc oui, je peux comprendre que parfois ils ont dû faire appel au CGI à certains moments. Ce film a été réalisé en moins d'1 an, ce n'est pas une production Ghibli, c'est certain qu'il fallait un peu tricher par moment. Mais voilà, parfois les scènes en CGI étaient tellement grossières que ça m'a un peu perturbé. J'avais l'impression de passer d'un film à l'animation 2D impeccable à une cinématique de Budokai sur PlayStation 2 durant la même séquence. Et mon cerveau, il ne savait pas trop quoi capter. Hein. Des fois, il se mettait à bugger, il comprenait pas. Mais à part ça, oui, la qualité d'animation de ce film, Dragon Ball, est super. Putain, je finis cette vidéo avec cette blague, j'y crois pas. C'est fou comment je suis pas du tout inspiré. Enfin bref, voilà, c'était au poil, c'était très agréable à voir, ce n'est pas 100% parfait évidemment, mais quand on sait comment le film a été réalisé, je dis tout de même bravo. Mais bon,
si on pouvait voir ce genre de choses plus souvent dans la prochaine série DBS, ça serait bien aussi, hein. Mais je demande trop là, ouais, je demande trop. Je vais plutôt demander la lune, c'est moins exigeant, hein. Et s'il en reste, évidemment. Voilà, c'en est fini de cette critique. Si vous n'avez pas vu le film, allez le voir. Il n'est pas parfait, mais il est bon. À savoir, si c'est le meilleur film Dragon Ball de tous les temps, non, tout de même pas, hein. Enfin, si l'on veut, je veux dire, bon, aussi il faut reconnaître que les films Dragon Ball ne sont pas reconnus pour être des chefs-d'œuvre en même temps, hein. Donc si ce film remonte un peu plus le niveau des autres films qu'on a connus, c'est déjà ça. Non mais je vous vois venir, hein, ceux qui ont vu le film et qui l'ont adoré et qui s'emportent un petit peu trop en criant au génie, on se calme un peu, hein. Il n'y a pas grand chose pour vous impressionner, vous, hein. C'est que vous avez peut-être une culture cinématographique pas assez étendue, hein, donc je vous encourage quand même de voir un peu plus de films dans votre vie. Bon, si vous jugez que c'est un chef-d'œuvre, pourquoi pas, moi je le considère pas comme tel, c'est un bon film, voilà. C'est beaucoup de qualité et aussi des défauts. Mais dans l'ensemble, ça reste un film agréable à voir. Voilà, hein. Je vous dis à très vite ou à jamais pour de prochaines vidéos. Quand j'aurai changé de PC, peut-être, je réaliserai des vidéos plus fréquemment. Parce que là, mon PC actuel, c'est vraiment la merde pour faire du montage vidéo. Mon processeur est né d'un parent d'une même famille, du coup, il sait pas trop faire des calculs comme il faut. Ça crache tout le temps, j'en ai chié pour faire cette vidéo, vous ne pouvez pas imaginer. Enfin bref, en attendant, je vous dis, portez-vous bien, c'était Nissan Boy, et bye ciao.